Vendredi 28 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le 5 mars, le président de la République, Ange Raduel, a donné des instructions à tous les responsables du pays pour lutter contre la propagation de l'héroïne. Le président a déclaré qu'il faut sauver la jeunesse malgache de ce fléau. Et en plus des consignes et des appels lancés par le président de la République, les médecins, divers responsables et même les simples citoyens rappellent ces jeunes à l'ordre. Reportage de Sylvain et Secha Anjenap. Le roro peut être comparé à un grain de riz, petit, mais les dommages qu'il cause sont énormes. C'est la drogue la plus puissante au monde. Il s'achète à partir de 10 000 ariars et le consommateur peut aller jusqu'à dépenser des millions pour ses doses. Traces d'aiguilles sur les bras, maigreur, mine fatiguée, ce sont entre autres les signes externes visibles chez une personne sous son addiction. Mis à part les troubles mentaux, l'héroïne perturbe la circulation sanguine, entraîne des palpitations cardiaques et de nombreuses autres maladies. Selon les enquêtes, les mauvaises influences, la tentation entraînent souvent ces jeunes à s'injecter. Le coût d'une cure de désintoxication peut atteindre jusqu'à 2 millions d'ariars. Une telle dépendance détruit le présent et hypothèque l'avenir de ceux qui en sont victimes. Face à cette situation, tous se mobilisent. Pour le quartier d'Itos, les jeunes et étudiants ont été informés et sensibilisés sur les dangers d'une telle consommation. Dans l'actualité économique de ce soir, des vols reliant Madagascar à l'Asie devront bientôt être disponibles, notamment le retour des vols vers la Chine, mais aussi l'extension des vols de Madagascar vers l'Europe. L'avion Embraer devrait arriver avant la fin du mois de juin selon le projet du président Ange Raduel. Le but est d'accroître le volume des devises, de promouvoir le transport aérien malagasy au niveau international, mais aussi de montrer le savoir-faire malagasy. Reportage signé Fenara Koutouarsoul et Asnara Fanzanari. Réformer et améliorer la qualité des vols de Madagascar Airlines vers l'international, retour des vols qui ont fait la renommée de Madagascar Airlines depuis toujours à l'international, comme les vols vers la Chine, mais aussi l'exploitation de nouvelles dessertes vers l'Asie et l'Europe, tassant les défis qui attendent Madagascar Airlines dans cette nouvelle envolée en tant que compagnie nationale malgache, selon la présidente de son conseil d'administration aujourd'hui. Madagascar Airlines possède 3 avions actuellement. Mais des efforts seront faits pour augmenter ce nombre. L'objectif est d'avoir une flotte de 9 avions à l'horizon 2025, selon toujours les explications. Dans cette optique d'améliorer les vols de Madagascar Airlines, la fréquence des vols vers l'international sera augmentée entre 4 à 5 par jour après l'acquisition de ces avions. Dans la page politique, Navoun Pierre Lenoble, ancien président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ou HCDDED, a été auditionné par l'inspection générale de l'État aujourd'hui. Selon nos sources, son audition porte sur sa gestion de cet organe durant son mandat. Fin de cette Mireille nous en dit plus. Navoun Pierre Lenoble, l'ancien président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, ou HCDDED, est arrivé à l'inspection générale de l'État vers 10 h ce matin. Son audition s'est achevée dans la matinée même. Vérification de la gestion financière, des matériels et du personnel, ce qui signifie une enquête sur l'administration pendant son mandat est la raison pour laquelle Navoun Pierre Lenoble a été convoqué. L'on sait que certaines personnes confondent intentionnellement cette affaire à une affaire politique. Mais comme la HCDDED est un système gouvernemental, le fait que l'inspection générale de l'État auditionne cet ancien président de la HCDDED est tout à fait normal. Non seulement la HCDDED, mais également les systèmes utilisant des fonds publics peuvent faire l'objet d'une enquête diligentée par l'inspection générale de l'État. Suite à cette audition, l'IGE effectuera un rapport lequel sera par la suite présenté au président du HCDDED. Affaire à suivre donc. Dans les actualités sociales, les questions relatives aux litiges fonciers ont été les plus nombreuses à être posées lors de l'événement Fiarazou, caravane de droit qui s'est tenue à Andzorbe, à Kazundan et Taladan Vulnunj les 26 et 27 avril. Des informations liées au quotidien ont été partagées par la ministre de la Justice aux justiciables pour mieux les éclairer sur les affaires de justice. Ruth Christelle Rakout Malal nous en dit plus.
Nombreux ont été intéressés par la sensibilisation à travers la caravane de droit initiée par le ministère de la Justice. Selon les habitants, c'est la première fois que de telles sensibilisations a lieu. Cela démontre effectivement la proximité de la justice, ont-ils soutenu. La plupart des habitants ici sont en but à des litiges fonciers, notamment liés aux droits de succession. Mais comme la plupart ne savent pas lire et ne connaissent pas leurs droits, les racoleurs profitent de la situation. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice, Rajamanatenasu Landboulatine, avec ses équipes composées de juges, avocats, notaires, huissiers, ont sensibilisé ses habitants concernant leurs droits et les a également informés sur les lois qu'ils doivent connaître. La caravane de droit se poursuivra à Mampkoun, Fenrivest et Ambalavotien Paris en mai et juin prochains. Trahison, abus de confiance, c'est ce qui résume la situation concernant le litige foncier entre les habitants dans le Fukuntan d'Ambozatovu Antanmen, commune Ambatumravaf, et les représentants de ces habitants qui ont trahi leur confiance dans la demande du terrain en question. Ces derniers ont été désignés par les habitants pour préparer les dossiers du terrain, mais au lieu de cela, ils ont inscrit le terrain en leur nom, un terrain qui devrait être distribué aux habitants. Et actuellement, ces personnes désignées comme traîtres somment les habitants du Fukuntan de quitter les lieux que ces derniers ont aménagés et mis en valeur depuis les années 1990, selon leur dire. Dans le désarroi total, les habitants appellent l'État à voir de près leur situation. Le point sur les images de Zahra Ndjani. Ce ne sont que leurs représentants que nous voyons sur les images, mais 200 foyers sont concernés par ce litige foncier. Il s'agit d'un terrain d'environ 24 hectares. Un terrain domanial qui a été utilisé par les paysans pour leur culture et où ils ont bâti leur maison. Ces habitants prévoyaient de demander ce terrain à l'État étant donné qu'ils l'ont mis en valeur depuis les années 90, selon leur dire. Pourtant, dans les années 2000, les habitants de ce Fukuntan d'Amuzatouf Antanmen se sont rendus compte que le terrain a été inscrit au nom de 9 personnes. C'est là que le conflit a commencé. Selon ce sexagénaire qui habitait le Fukuntan depuis son plus jeune âge, les habitants avaient créé une association de paysans pour pouvoir faire la demande de ce terrain domanial qu'ils avaient aménagé. Ils ont ainsi désigné des représentants au nombre de 9 qui se sont chargés de préparer le dossier en vue de la demande. Les années ont passé sans que la demande n'ait eu de suite et en 2005, ils ont constaté que le terrain avait été inscrit au nom de 9 représentants de l'association. Tribunal, Cour de cassation, le dossier est passé par tous les recours, mais cela n'a pas eu de résultat, affirme-t-il. Et actuellement, ce sont des descendants de ces 9 représentants qui somment les habitants de quitter les lieux car le terrain de 24 hectares leur appartient. Nous avions marre de passer tout le temps au niveau du tribunal car les décisions sont toujours les mêmes, affirme un des habitants. Des visages désespérés, ne sachant plus que faire ni qui consulter, ces habitants ont alors décidé de médiatiser cette affaire afin que leur doléance soit entendue par l'État d'après leur récit. L'un d'eux s'est même adressé au président de la République, qu'il estime être le seul recours et vers qui il appelle à l'aide, car ils ont été trahis, abusés et maintenant contraints à quitter leur domicile. Plus de 4 générations y ont déjà vécu, selon le chef de Fukuntan d'Amuzatouf Antanmen, qui confirme la légitimité de la demande des habitants. L'affaire est actuellement au niveau du tribunal d'Arivunmam, mais la population semble ne plus y croire. Leur solution est de faire appel à l'État et de pouvoir bénéficier de cartes foncières qui sont actuellement distribuées. Ils ne savent pourtant ni les procédures administratives, ni comment et où y procéder, raison pour laquelle ils appellent également qu'un représentant puisse descendre sur les lieux pour constater la situation. Des comptes bancaires renfermant au total 5 720 milliards d'ariars et 182 véhicules ont été confisqués par l'ARAI moins d'un an après son installation officielle. Cette agence s'occupe de l'exécution des ordres de confiscation et de saisie des richesses obtenues illégalement. Ainsi, pour ce faire, l'ARAI doit coopérer avec d'autres systèmes œuvrant dans la lutte contre la corruption, raison pour laquelle elle a établi une coopération avec la Chambre nationale des huissiers dans la mise en application des décrets. Reportage de Yubra Saman et Bras Denilson.
Moins d'un an après l'installation officielle de l'ARAI, l'Agence de recouvrement des avoirs illicites, de nombreux résultats ont été obtenus, comme la confiscation de comptes bancaires d'une valeur totale de 5 milliards 720 millions arrière et de 182 véhicules. De plus, de nombreuses décisions de confiscation ont été prises par cette agence au cours de cette période. Ce sont presque tous des cas de corruption et de détournement de fonds. Les biens de toute personne ou société poursuivis par la loi pour avoir commis des actes de corruption peuvent faire l'objet de saisie ou de confiscation, que ce soit des personnalités publiques, des entreprises privées ou publiques. L'ARAI est chargée de l'exécution des ordres de confiscation des avoirs obtenus illégalement, de l'enregistrement des avoirs confisqués et saisis, du recouvrement des avoirs impliqués dans la manipulation des avoirs confisqués, et également de déterminer la valeur des biens susceptibles d'être mis en vente. Toutefois, l'ARAI ne peut pas travailler seule. Elle doit coopérer avec de nombreux systèmes œuvrant dans la lutte contre la corruption, raison pour laquelle elle a établi une coopération avec la Chambre nationale des huissiers dans la mise en œuvre des décrets gouvernementaux. La signature de ce partenariat a été faite aujourd'hui un par B. En plus des diverses collaborations avec ces systèmes pour l'amélioration de leurs méthodes de travail, une réforme des méthodes de travail va devoir être effectuée au sein de cette agence. 800 hectares de surface ont été traités en une journée et plus de 11 sortes de criquets ont été éradiqués selon les explications fournies par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'État ne laisse pas les paysans démunis face à ce fléau que constitue l'invasion de criquets selon le ministre de l'Agriculture. Des matériels sont déjà disponibles dans la lutte contre les criquets avec des matériels qui ne cessent d'augmenter pour assurer le travail sur le terrain. Hier, c'est Sylvain. Quand la situation dans le sud commence à se calmer, ce sont les régions Haute-Matziach et Amourmani qui sont victimes de l'invasion des criquets depuis une semaine. Une invasion favorisée par température, en plus ces lieux sont en pleine récolte en ce moment. Néanmoins, les paysans ne sont pas seuls face à cela, car le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est à leur côté, selon les explications. Divers matériels comme des hélicoptères sont utilisés pour protéger les cultures. La lutte contre l'invasion des criquets ne cesse de s'améliorer car le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a reçu des matériels à travers des projets financés par la Banque mondiale. Selon le rapport hier, 11 sortes de criquets ont été éradiqués sur une surface de 800 hectares à travers la technique d'aspersion des produits insecticides dans la région Ménabé. En fin de semaine dernière, une surface de 50 hectares dans la région Urumbe ont été aspergés de produits, précisément à Soualal. Le ministre a souligné qu'un numéro vert est à la disposition des paysans pour signaler les cas d'invasion de criquets. Dans les actualités internationales de ce soir, les combats au Soudan se poursuivent aujourd'hui à Khartoum et surtout dans la région du Darfour, malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires qui se livrent une guerre ayant fait plus de 500 morts en près de 2 semaines. Le point avec France 24. Les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise ont tous les deux communiqué hier pour annoncer qu'un nouveau cessez-le-feu de 72 heures était négocié. Mais peut-on encore parler de cessez-le-feu alors que depuis le début de la guerre, le 15 avril, aucune annonce, aucun communiqué de cessez-le-feu n'a été respecté. Mes contacts sur place parlent plutôt pour l'instant de couloirs humanitaires qui ont été créés, des couloirs qui ont permis de faire évacuer les étrangers de Khartoum, qui ont aussi permis à des Soudanais, en fonction de là où ils se trouvent dans la ville, d'échapper au combat et de se réfugier dans d'autres États du Soudan où la guerre n'a pas éclaté, où la guerre est moins forte. Certains ont également essayé de rejoindre les pays, des pays frontaliers, même si, je le rappelle, certains pays comme l'Éthiopie et l'Égypte n'ont pas ouvert leurs frontières aux Soudanais. Il est pour l'heure extrêmement difficile de quitter le pays, à tel point que les civils commencent à parler entre eux sur les réseaux sociaux, à leur dire qu'il faudrait plutôt prévoir une solution soudanaise, que les Soudanais restent au Soudan, et les civils aimeraient pouvoir être impliqués maintenant dans les négociations. Ils disent que celles faites par les pays étrangers ne fonctionnent pas et qu'il faudrait donc maintenant favoriser une solution soudanaise, un dialogue soudanais avec les Soudanais.
L'Espagne fait face à des températures qui atteignent les 40 degrés Celsius, un record pour un mois d'avril. Cette chaleur est la conséquence du changement climatique. La sécheresse touche fortement les agriculteurs alors que l'Espagne est l'un des premiers producteurs européens de fruits et de légumes. France 24 nous en dit plus. Pays qui suffoque en plein mois d'avril. Une chaleur caniculaire s'est emparée du sud de l'Espagne. Au cœur de Séville, les thermomètres affichent des températures records pour la saison, une situation qui inquiète les habitants. C'est pas normal. En avril, il fait chaud, mais pas autant. C'est un peu préoccupant. Même situation à Valence, où touristes et locaux se rendent à la plage pour trouver un peu de fraîcheur. L'idéal, ce serait qu'il pleuve. Ça aurait par exemple un impact important sur les agriculteurs dans les campagnes. Les campagnes espagnoles touchées par cette canicule de printemps depuis des mois. Selon l'ONU, près de 75% du territoire espagnol présente un risque de désertification. En Andalousie, le manque d'eau et la chaleur ont asséché les champs de blé de Ramon Garcia. À ce moment de l'année, tout devrait être vert. Le blé devrait m'arriver à peu près ici et ça devrait être beaucoup plus dense. Des températures bien trop élevées qui ne s'arrêteront pas à la frontière. En France, le gouvernement annonce la publication quotidienne à l'été prochain d'une carte pour faire le point sur la météo des forêts et les risques d'incendie par département. On pense que ça va contribuer à faire en sorte que chacun soit attentif et à mieux comprendre les décisions qui pourront être prises localement par les autorités pour interdire des balades en forêt quand les risques sont trop élevés. Conséquence directe du manque d'eau, le ministre de la Transition écologique indique que 75% des nappes phréatiques du pays avaient des niveaux en dessous des normales cette année, contre 58% à la même époque en 2022. Des attaques russes ont visé plusieurs villes d'Ukraine aux premières heures d'aujourd'hui. Au moins 12 personnes ont été tuées. France 24. Mykolaiv a été touché, pas la nuit dernière, mais il y a 2 nuits. Il y a eu un immeuble qui est une sorte de collège et un immeuble d'appartement qui a été touché. Je les ai vus ce matin. Une personne a été tuée, mais ça c'était avant-hier. Cette nuit, il y a eu des explosions à Mykolaiv, mais nous pensons que ça a dû être des missiles solaires qui ont réussi à abattre les missiles, comme c'est toujours le cas en réalité. Les systèmes de défense antiaérienne ont réussi à abattre la grande majorité des missiles qui ont été tirés sur l'Ukraine cette nuit, plus d'une vingtaine. Mais il y a eu à quelques endroits des missiles qui ont atteint leur cible et c'est à Ouman qu'il y a le plus grand nombre de morts. 4 personnes sont décédées selon les autorités locales. Ça, c'est le décompte qui est encore en cours. Il y a un immeuble résidentiel qui a été frappé. Une cage d'escalier a été détruite. Il est possible qu'on trouve plus de morts encore sous les décombres. Les travaux continuent pour essayer de trouver les gens qui sont peut-être restés coincés là. Puis à Dnipro, il y a aussi eu un bâtiment résidentiel qui a été frappé. Il y a, je pense, 2 morts à Dnipro et encore la ville de Ukraïnka qui est dans la région de Kiev, juste au sud-est de Kiev. Là, pour le moment, je n'ai pas d'informations s'il y a des blessés ou des morts. Mais 3 villes ont été frappées et puis d'autres endroits ont été ciblés aussi. Mais là, les missiles ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité sur ce très bon sud de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.